Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction. Cette recherche a deux origines. Il y a d'abord à témoigner d'une attraction personnelle à l'endroit de la presse People. Attraction sans doute réduite et éparse, mais attraction tout de même, laquelle trouvait à s'exprimer toutes les fois que le système familial d'échange et de dons acheminait jusqu'à m'apporter tel ou tel exemplaire de Voici ou Closer. Face à ces photographies qui donnent si facilement à voir des individus, un appétit se révélait qui constituait une première entrée pour interroger ce type de presse d'un point de vue sociologique. Qu'y a-t-il dans ces pages qui active cet intérêt ? Une autre origine réside dans l'expérience d'enseignement à l'université. Pour ma part, un grand intérêt de la sociologie tient dans ces moments où la conception d'une bonne problématique parvient à faire apparaître sous un jour nouveau des réalités sociales ordinaires. Alors, ce qui paraissait à la fois banal et parfaitement connu brille d'un éclat inédit, et c'est une sorte de vertige qui accompagne l'activité de recherche. Malgré l'impression de familiarité que tout un chacun éprouve spontanément à l'endroit des choses sociales, celles-ci nous demeurent a priori fondamentalement méconnues dans leur complexité. Or cette sorte de conversion du regard n'est pas aisée à réaliser au sein d'une salle de cours, c'est-à-dire loin des réalités sociales potentiellement prises pour objet. Sur ce point, le sociologue n'est pas aussi chanceux que le physicien ou le chimiste, lesquels peuvent sortir leur matériel et mener directement des expérimentations face aux étudiants. De là l'idée de se pencher avec eux sur ces publications particulières, comme pour enfin travailler en direct et sur du concret. Les analyses proposées dans cette recherche s'appuient exclusivement sur un corpus composé d'une trentaine de magazines de presse People. Ils ont été achetés essentiellement à deux périodes, en fin d'année 2016 et début 2018. Cette exclusivité méthodologique n'était pas notre premier choix et au départ, l'idée était d'allier l'analyse documentaire à une enquête de terrain traditionnelle. Rencontre d'acteurs du secteur de la presse People, photographes et journalistes, observation in situ du travail rédactionnel. L'absence nette de réponse aux tentatives de prise de contact en a voulu autrement. Les quelques sollicitations envoyées par mail restèrent lettres mortes. C'est là bien sûr une chose malheureuse. Il y a toujours quantité de faits pertinents à recueillir au contact des individus et à ce titre, la présente recherche est nécessairement incomplète. Quoi faire dès lors ? La décision de poursuivre fut prise pour deux raisons. Il y a d'abord le fait que le travail de recherche était entamé. Des pistes d'investigation étaient esquissées et c'est toujours un crève-cœur que d'abandonner un objet dont on pressent qu'il est prometteur. La seconde raison tient à la possibilité méthodologique qu'il y a de s'appuyer uniquement sur les magazines eux-mêmes. Nombre de disciplines procèdent à partir de traces, telles l'histoire ou l'archéologie, et la sociologie l'a déjà fait, ainsi de Singly se penchant sur les annonces matrimoniales ou de Boltanski travaillant sur les lettres de dénonciation. Si le choix fut pris par défaut à l'origine, on peut donc se demander si ce fut nécessairement pour le pire. Avec un tel nombre d'exemplaires, ce sont en tout plusieurs centaines de pages qui s'offrent à l'analyse, et donc pléthore de photos et d'articles. Si certaines dimensions de l'objet demeurent inévitablement dans l'ombre, il est tout aussi certain que des pratiques et des logiques sociales se laissent appréhender à partir d'un tel matériau. Au final, l'ensemble des 3 chapitres qui suivent procèdent tous d'une même démarche d'enquête. Se pencher sur les multiples pages qui composent les titres de la presse People et tenter de les décrypter. Pour autant, les analyses proposées ne se bornent pas à produire des hypothèses et des propositions concernant les pages en elles-mêmes. Grâce à elles, on tente bien d'approcher, selon le bon mot de Durkheim, des manières d'agir, de penser et de sentir. Ce faisant, ce sont 3 axes de recherche qui ont été conçus d'une manière essentiellement inductive. Le premier chapitre se penche sur la question la plus évidente, de quoi traite la presse People ? On tente de faire un portrait sociologique des informations qu'elle divulgue, et c'est là aussi une tentative pour éclairer l'attrait dont cette presse fait l'objet. Le deuxième chapitre s'appuie sur une analyse des photographies, et vise à mettre au jour ce qu'on a appelé des dispositifs photographiques. D'un point de vue interactionnel, la situation particulière où un individu prend en photo un autre individu ou d'autres individus, n'est en effet pas uniforme et l'idée est d'identifier un certain nombre de variations concernant autant le comportement des sujets que celui du photographe. On traite ici du moment précis où une photographie est prise,
autrement dit des conditions sociales de production des photographies. Le dernier chapitre se penche enfin sur la question de l'usage des photographies. Une fois qu'elles sont produites, il reste à les utiliser, mais comment faire? On se penche ici sur la façon dont les photos sont mises en scène, posant notamment la question essentielle des modalités d'articulation entre photo et texte. 1. La presse people à quel propos? La somme qu'un homme peut consacrer à sa bière sans encourir la réprobation du groupe dépend de 1000 circonstances annexes. L'échelle des dérogations permises comporte toutes sortes de gradations. Un veuf peut boire plus qu'un homme marié puisqu'il n'a pas de femme qui l'attend au foyer. Un couple sans enfants peut se permettre de boire puisqu'il n'arrache pas le pain de la bouche de ses enfants, mais un père de famille doit se montrer raisonnable. Richard H. Oggart, La culture du pauvre. J'ai pu consulter le procès-verbal de son audition. Au début de l'entretien, Mika l'interroge sur son niveau d'études, un cap en cosmétique et parfumerie, sur ses habitudes, un goût prononcé pour les salles de jeu, sur d'éventuels héritages, un petit appartement au Portugal légué par sa grand-mère, ou encore sur l'état de ses relations familiales, moyen est-il noté. Ces questions préliminaires n'ont rien à voir avec le respect des lois. Elles situent Richard B. sur l'échiquier social. Il est libre de vivre à sa manière, être homosexuel, fréquenter les salles de jeu, se fâcher avec sa famille, mais au premier délit, ses entorses à l'ordre social se retournent contre lui, jouant à tout le moins en sa défaveur devant un tribunal. Le contrôle des mœurs s'étend bien au-delà des lois. Alexandre Kaufmann, Surdose. Dans les magazines de mode, il est question de mode et dans la presse sportive, il est question de sport. Mais de quoi est-il question et que trouve-t-on dans la presse people? Un premier élément de réponse réside sans doute dans la notion de people. Jean en français. On sait que dans le contexte particulier de cette presse, la signification de people ne correspond pas au sens premier du terme. Dans Presse People, people renvoie à une certaine population, celle des stars et autres célébrités. Voilà déjà un premier point. Mais au juste, qu'apprend-on à propos de ces célébrités? C'est-à-dire, quels sont précisément les usages et pratiques qui sont rapportés à leur sujet? Scandale, vie privée, indiscrétion, etc. Nul doute qu'à sa seule évocation, quelque image se dessine dans l'esprit de tout individu normalement socialisé à cet élément de culture qu'est la presse people, le récit de tel fait ou de tel méfait. Mais il y a un écart entre une simple image et le souci d'un recensement plus approfondi et systématique, et surtout la tentative pour mettre au jour une logique d'arrière-plan et sous-jacente. Quelle particularité des informations délivrées par la presse people? Pourquoi certaines informations et pas d'autres? Quelle est-ce différence entre ces informations et celles relatives aux autres publications? Ce qui n'est pas sans lien avec la question de la réception de cette presse, et plus précisément de l'intérêt qu'y trouve le lecteur. Question d'autant plus pressante qu'on sait le taux d'audience remarquable dont elle jouit. Potin, commérage, ragot, cancan, etc. Les notions spontanément associées à la presse people sont de peu d'aide pour l'analyse en étant typiques de l'espèce d'entre-deux épistémique qui caractérise l'expérience indigène, entre intuition pratique de ce qui se joue et méconnaissance des logiques sociales à l'œuvre. En renvoyant à un bavardage tour à tour malveillant, médisant ou indiscret, ces expressions constituent surtout la chambre d'enregistrement du sens commun, reconduisant les jugements de valeur valant en la matière et contrariant d'autant, pour qui les mobilise aveuglément, la tentative pour éclairer les fondements sociaux qui rendent possible cette presse. Plutôt que de les juger, il faudrait d'abord interroger les conditions de possibilité de tel bavardage, notamment en interrogeant l'origine, soit cette espèce d'appétit envers certaines informations et faisant in fine que les acteurs sociaux les échangent. De même qu'il resterait à déterminer les raisons de cette disqualification, puisque de tels bavardages sont jugés malveillants et médisants, ou encore le côme de l'indiscrétion, car on ne peut pas être indiscret sans que soit définie au préalable une norme de discrétion. Pour utile qu'il soit en société pour communiquer, il importe donc de déconstruire ces termes qui sont avant tout pour le sociologue une partie de l'équation à résoudre, plutôt qu'une partie de sa solution. De quoi parle la presse people? On se concentrera ici sur 3 thématiques ou plutôt 3 ordres de faits qui ressortent largement. La vie sentimentale ou vie de couple, la vie de famille et enfin les pratiques de présentation de soi esthétique, renvoyant au domaine des usages vestimentaires et des traits corporels.
Plus précisément, les pages qui suivent auront vocation à identifier les différents faits relatifs à ces 3 thématiques et habituellement rapportés par la presse People. Ceci dit, 2 remarques préliminaires s'imposent. Il faut premièrement dire combien, en se concentrant sur ces 3 thématiques, le présent compte-rendu se trouve de fait partiel. D'autres thématiques participent au contenu de ces pages, lesquelles auraient tout autant mérité notre attention. Ainsi des multiples articles relatifs notamment aux occupations professionnelles, à la santé, aux mœurs, aux affaires judiciaires. La présente sélection se justifie premièrement par la surreprésentation de ces thématiques. On les trouve dans toutes les publications de presse People et dans certains titres, tels voici, elles ressortent massivement. Une autre justification tient dans la relative inutilité d'un exposé absolument exhaustif. Si notre souhait est de rendre compte du contenu de la presse People, le but final visé est avant tout d'en révéler la logique, d'identifier ce qui la permet et ce à quoi elle répond socialement. À ce titre, il n'est pas indispensable d'investir dans un exposé thématique complet. Il faut en outre ajouter combien l'analyse ne saurait se réduire à un inventaire simplement descriptif des réalités considérées, du fait précisément que les articles ne se limitent pas eux-mêmes à de tels comptes rendus plats et factuels. En même temps qu'ils font état de la vie des célébrités, les articles de presse People n'ont en effet de cesse d'être le lieu d'expression de jugements, lesquels disent continuellement, bien qu'indirectement, les divers préceptes normatifs à l'œuvre dans ces publications. Cela, on le perçoit aisément à cette manière constante d'apprécier les faits rapportés en fonction de leur caractère supposément heureux ou malheureux. De là par exemple la différence entre ici l'annonce d'une naissance à venir et là le récit d'une rupture. Suivant l'usage commun, on peut comprendre ici heureux et malheureux dans un double sens. C'est heureux non seulement parce que les individus concernés le sont selon toute vraisemblance, mais aussi parce qu'il y a là des accomplissements hautement estimés et encouragés, autrement dit des accomplissements qui font l'objet d'une forte valorisation. Ainsi juge-t-on de certains événements qu'ils sont heureux, sans référer directement à l'état de joie ou de félicité des individus concernés. Sinon à un système, c'est bien à un ensemble de valeurs qu'on fait face ici, valeurs dont l'analyse doit donc se faire l'écho en même temps qu'elle identifie les objets effectivement appréciés. 1. La vie sentimentale. Une première thématique est donc celle qui concerne le couple, et plus largement, ce qu'on pourrait appeler la vie sentimentale. Dans nos sociétés, il faut songer ici au mouvement qui voit 2 individus étrangers s'accorder pour former une entité sociale nouvelle. À ce sujet, le premier constat qui s'impose est qu'être en couple est considéré comme un fait heureux. De cela, la presse People se fait l'écho en associant fréquemment cette situation à l'idée de bonheur. Voici, qui apprend que tel nageur professionnel a une nouvelle conquête, conclut par exemple l'article en notant qu'il continue à nager, mais uniquement dans le bonheur. De même, il est dit d'un présentateur de télévision et de sa nouvelle compagne qu'ils affichent leur bonheur grâce à leur belle histoire. Ici Paris parle de petits nuages de bonheur, en rapportant la relation entre une écrivaine et un chanteur. À la fois chanteuse et comédienne, une autre célébrité aurait-elle retrouvé le bonheur avec Samuel, tandis qu'un acteur confie être tout simplement heureux depuis qu'il se réveille aux côtés de son nouvel amour. Une comédienne se trouve enfin plongée dans un bain de jouvence concret, et une joie de vivre redoublée depuis qu'elle déguste un bonheur simple avec un cuisinier. De tous ces extraits d'articles, on peut tirer la conclusion qu'être en couple est valorisé et qu'il y a là une norme informelle dominante de nos jours. Mais plus généralement, ce sont diverses informations subsidiaires qui sont recherchées et qui doivent être rapportées ici. Nouveau couple. Sauf cas de nos jours minoritaires, au moins dans les sociétés occidentales, où des individus sont promis l'un à l'autre dès le plus jeune âge, la situation des individus face au couple est dans un premier temps celle d'une indétermination. À la mise en couple précède un état de célibat où l'individu n'est attaché à personne en particulier. De là, il est dès lors nombre d'individus qui, passé un certain âge, cherchent à rencontrer un compagnon et ce sont de fait de nouveaux couples qui se trouvent conduits à voir le jour. Or ce mouvement de formation des couples n'est pas anodin, et on peut supposer que s'ordonne par là quelque enjeu d'ordre symbolique. Étant donné le contexte d'ouverture et d'incertitude a priori, la mise en couple apparaît pour beaucoup comme une forme d'accomplissement et c'est ainsi une préoccupation normale
que de suivre l'actualité de ces rapprochements, pour la presse People comme pour nombre de kidam. On peut ainsi citer nombre d'articles rédigés à la manière de révélations ou de scoop, afin d'apprendre aux lecteurs qu'ils sont ensemble. Ainsi de Pierre Ninet et Charlotte Lebon, de Christophe Lambert et Karima Zerkani-Reynal, de Vanessa Paradis et Samuel Benchetrit, de Jean Dujardin et Nathalie Péchala, de Judith Godrèche et Liev Schreiber, de Michel Polnareff et Affida Turner et d'autres encore. Il faut répéter combien l'annonce de ces nouveaux couples n'est pas qu'une information incidente mais constitue bien la donnée principale dans ces articles, jusqu'à occuper parfois la une, c'est dire la valeur d'une telle information, laquelle peut justifier des annonces même partielles. Ainsi se contente-t-on parfois d'une simple rumeur. Voici se fait l'écho du fait que Jennifer Garner et Ben Affleck seraient de nouveau ensemble ou par ailleurs, d'une possible relation entre Rihanna et Drake, ou entre Britney Spears et le danseur Sam Asghari. De même, c'est une information digne de publication que d'apprendre que Tom Cruise, Angelina Jolie ou Enora Malagré sont de nouveau en couple, quand bien même l'article n'est pas en mesure de dévoiler l'identité du partenaire. L'incertitude ou l'incomplétude de l'information n'empêche donc pas qu'on se saisisse du sujet. L'importance d'une telle annonce s'illustre aussi par le comportement des acteurs sociaux qui abordent parfois en stratège la question de la publicisation d'une relation. Faut-il le dire ou le taire ? Si on est décidé à le dire, comment s'y prendre ? Si on souhaite le cacher, comment y parvenir ? L'apparition en public paraît un moyen privilégié pour faire connaître l'existence d'un nouveau couple. Il en va ainsi d'Ariana Grande qui profite de la soirée des MTV Video Music Awards pour officialiser sa love story avec Mac Miller. Suite à la publication de photos dérobées, Katie Holmes et Jamie Foxx se montrent officiellement ensemble lors d'un dîner de gala. Pour Julie Gaillet et François Hollande, la clandestinité et l'amour dans l'ombre sont bel et bien finis depuis qu'ils ont fait le choix d'arriver ensemble à une première. À propos de Naomi Watts et Billy Crudup, voici s'interroge. L'entrelacement de leurs mains lors du Vogue Fashion and Film Party était-il voulu ou un acte manqué ? Pour certains, la solution semble résider dans l'entretien de l'ambiguïté, tels Ryan Bensetti et Denitsa Ikonomova qui paraissent volontairement nourrir le doute quant à la nature de leur relation, amis, amants. Ces usages et précautions démontrent combien les acteurs sociaux eux-mêmes ont pour partie conscience de l'importance que représente le fait de se mettre en couple. C'est dire, outre la valeur de l'information, l'importance de cet accomplissement dans nos sociétés. Il ne procède pas que de l'addition factuelle de deux individus, mais a aussi une incidence sur la nature symbolique de leur personne. Outre la jouissance de fait d'un nouveau lien social, c'est chaque individu qui se trouve déjà quelque peu transformé et comme grandi du simple fait d'appartenir à cette union. Amour et niveau d'engagement. Si le fait d'être en couple est heureux d'un point de vue social, être en couple ne fait pas tout, et une fois la relation connue, il reste à la presse People à la documenter sous un certain nombre d'aspects. Déjà une nouvelle en soi, le nouveau couple attire encore les regards en suggérant un questionnement en puissance. Est-il fait pour durer ou est-ce là seulement une amourette passagère ? Il convient en quelque sorte d'éprouver la nature du couple, jusqu'à être en mesure de faire la différence entre les bons et les mauvais couples, c'est-à-dire in fine les couples heureux et malheureux. Former un couple ne garantit pas qu'on y trouve l'épanouissement escompté et il reste à poser la question de la réussite de cette union. Si la question paraît d'autant plus pressante que le couple est jeune, elle vaut cependant toujours d'être posée. C'est sans doute d'autant plus vrai dans un contexte sociétal où les mœurs ne sont plus à ce qu'un couple demeure nécessairement soudé tout au long de l'existence. De là, un premier critère important réside sans doute dans une certaine expérience du bonheur et dans ce que plus largement on appelle l'amour. Par là, on peut à minima signifier une intensité accrue des sentiments éprouvés, et une situation où chacun des membres est comblé à la fois par l'autre et la relation. À ce titre, l'amour représente indubitablement une forme d'acmé dans l'ordre des événements liés au couple. On l'attend, on l'espère, on le célèbre. C'est sans doute là un élément décisif dans la représentation qu'on s'en fait majoritairement. Un vrai couple est un couple au sein duquel on trouve l'amour. De là qu'à propos des couples on recherche tout indice utile. Comment se porte le couple ? S'entendent-ils bien ? S'entendent-ils toujours bien ? La presse People trouve un premier élément de réponse dans toute démonstration de complicité.
soit tous ces moments où deux individus semblent partager ensemble un moment privilégié. Ils sont ici, ils ont fait ça. La vie à deux trouve là quelques formes de sa représentation, lesquelles sont interprétées comme des démonstrations de complicité et autant de preuves potentielles que tout va bien. Que conclure d'autre en effet lorsque deux amants apparaissent s'amusant et riant, tels Kate Middleton et le prince William lors d'une visite de l'équipe suédoise de hockey? Ou lorsque Sharon Stone et David DeLuise sont aperçus s'embrassant dans la rue? Pour la presse People, la conclusion en est évidente. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.